Alors, je suis Émilie Potonestec, donc je suis le petit pas de côté de cet après-midi puisque je travaille pour le groupe RATP, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Je suis rattachée à la direction de la communication et je suis responsable d'une entité, c'est-à-dire une équipe, qui s'appelle Patrimoine de marque. Alors, on est une petite équipe de 5 personnes, il y a une archiviste, il y a une historienne, il y a un gestionnaire de site avec une personne qui l'équipe et qui l'aide, et puis un manager de projet qui suit les projets que nous avons en cours. Je parle de... Alors, quelle est notre mission? Alors, on a une mission qui est d'identifier, de préserver et de valoriser l'héritage patrimonial de la RATP, et de façon un peu plus vaste, des transports de Paris, des transports urbains de Paris. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la collection patrimoniale qui est sous notre responsabilité. Et c'est vrai que j'ai un petit peu insisté auprès de Paul Dame, puisque nous ne sommes pas un musée. Alors, je vous parlerai des projets à venir, mais en ce moment, l'équipe gère une collection de matériel roulant et d'objets, je vais vous présenter. Et nous ne sommes pas encore, ça c'est pour la suite, un musée. Alors, cette collection, je voulais vous faire un petit historique. Comment est-ce qu'elle est née? En fait, c'est assez récent, même si c'est pas... Voilà, on parle des années 90. Mais la RATP, c'est une entreprise qui est née en 1949, qui est aussi héritière des entreprises de transport qui exploitaient les transports urbains à Paris, donc qui est héritière de ces entreprises et qui est née en 1949. Et c'est seulement à partir des années 90 qu'il y a eu une véritable conscience de la valeur de sa mémoire et de son histoire. En tout cas au niveau de l'entreprise, puisque avant cette date, c'était des passionnés, des bénévoles, des gens qui, passionnés de matériel roulant, qui s'étaient chargés de préserver toutes les rames de métro ou de bus historiques. Je parle ici en particulier de l'âme cuir, de l'ADEMAS, je ne sais pas si certains sont familiers avec ces associations qui existent toujours. Et donc c'est véritablement grâce à ces bénévoles que toutes ces rames historiques du début du siècle, en particulier, ont été préservées. Et puis à partir des années 90, sous l'impulsion d'un PDG assez visionnaire à l'époque qui était Christian Blanc, il y a eu la mémoire de l'entreprise, la mémoire des transports est venue alimenter une stratégie d'entreprise. Et il y a eu une véritable construction d'un département autour autour de la mémoire d'entreprise. Il y a même eu un conservateur du patrimoine qui a rejoint la RATP pour monter une équipe qui s'appelait Mission Archive. Oui, c'est ça, Mission Archive. Donc vraiment, au départ, une prise de conscience de ces archives et puis aussi une stratégie d'entreprise qui a été de faire un musée, en fait, d'installer un musée dans au nouveau siège, le siège social de la RATP, donc qui est quai de la Râpée, et d'implanter un musée qui devait s'appeler la Cité des Transports à l'époque, au sein même du siège de l'entreprise. Donc ça, c'était au début des années 90. Et l'idée, c'était justement de présenter les matériels qui avaient été sauvegardés par ces associations. Et puis, changement de direction, voilà, le musée, le projet de musée a été abandonné vers 1993, mais néanmoins, ça marque le début de la construction d'une collection de matériel roulant en particulier, au sein de l'entreprise, et puis d'équipes dédiées à cette mémoire d'entreprise. Donc, aussi à préciser que le projet de Cité des Transports, ça a permis aussi le lancement de rénovations très ambitieuses de matériel roulant. C'est à ce moment-là, par exemple, ici vous avez une photo qui a été complètement reconstituée, une des premières rames bois, enfin, la première rame en bois, qui a circulé sur la ligne 1 en 1900. Vous avez une petite photo en bas. Alors,
je me mets à votre place, en bas à gauche. Voilà, on voit l'intérieur. Donc, ouais. Alors ensuite, bon, des petites péripéties, des déménagements, voilà. Mais à partir de 2013, la collection, donc l'entreprise commence à construire une collection de matériel roulant. Une équipe dédiée se consacre à la valorisation et à la préservation de cet héritage. Et à partir de 2013, l'ensemble des matériels roulants qui étaient un petit peu dispersés dans différents endroits sont rassemblés dans une réserve qui est aujourd'hui à Villeneuve-Saint-Georges, une réserve de 17 000 m² dans laquelle est rassemblée une collection d'une petite centaine de matériels roulants. Donc pour les plus, ce qui va à peu près de 1900 jusqu'à nos jours, mais le matériel le plus récent, il date de 2009. Voilà. Si je détaille un petit peu, ici vous avez des photos, mais on a environ, c'est ça, 17 000 m², ça je vous ai dit. Donc environ 31 grammes de métro, 11 grammes de RER, 46 bus et des matériels de service. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Voilà, vous voyez des intérieurs de rames, donc du MP51, de la reconstitution d'une première rame du début du siècle, une loge de conduite. Peut-être que certains d'entre vous reconnaissent les livrets bleus qui étaient si caractéristiques de la RATP jusque dans les années 80. Voilà, vous voyez ici même l'évolution des logos de l'entreprise. Bien sûr, une collection de bus, voilà, avec la couleur verte, donc c'était couleur bleue dans le métro, vert pour le bus, et puis ensuite il y a eu cette fusion de ces deux couleurs qui a ensuite donné la couleur vert jaune que vous avez pu voir, mais qui est à disparaître maintenant. Voilà, là, ici c'est l'intérieur d'une rame Z, donc c'est l'ancêtre du RER B, qui circulait sur la ligne de Sceaux. Donc là, je vous ai parlé de la collection de matériel roulant qui a été, qui suit voilà, le point de départ, c'est le début des années 90, et aujourd'hui avec une politique d'entreprise qui est de préserver un exemplaire, une motrice de chaque matériel roulant qui a circulé sur le réseau. Et au moment de la réforme, donc, nous gardons une motrice dans la réserve. Nous avons également une collection d'objets qui, de son côté, a été beaucoup moins construite. Elle n'a pas fait l'objet d'une politique d'entreprise avec une demande de sauvegarde automatique de chacun de ces éléments. Ça s'est fait un petit peu au gré des rénovations de stations. Néanmoins, on a réussi il y a un corpus d'environ 5000 objets mobiliers qui constituent cette collection d'objets mobiliers et qu'on a organisé en 7 grands domaines. Vous voyez, l'outillage, les maquettes, l'équipement et décors du réseau, signalétique, objets mémoriels, les pièces détachées, équipement du personnel. Nous sommes en train de refaire l'inventaire de cette collection, de faire un tri, de lancer des chantiers des collections, parce que ces éléments-là ont fait l'objet de un peu moins d'attention que le matériel roulant, qui était vraiment le cœur de métier de l'entreprise. Donc il y a eu beaucoup d'attention à ce sujet. La collection, elle est également composée d'un fonds de photos vidéo très très riche, avec environ, on compte 260 000 photos qui peuvent documenter aussi bien la construction du métro, donc avant 1900 jusqu'à nos jours.
un fonds de vidéos, de 9000 vidéos, des fonds imprimés, 1300 affiches, des cartes postales. Donc tout ça, vous voyez, dans une salle qui, on est assez fiers, enfin, voilà, qui répond bien aux normes de préservation. Alors cette collection dans son ensemble, elle n'est pas protégée. Aucun des matériels que vous avez pu voir n'est protégé au titre des monuments historiques, ou elle n'a pas de statut de musée de France, sauf pour cet élément-là que vous voyez donc, en haut à droite, qui est la maquette, ce qu'on appelle la maquette de Lagny, qui est classée depuis l'année dernière monument historique, et qui est une maquette qui fait à peu près 30 mètres carrés. C'est assez monumental, et en plus je pense qu'elle a été réduite par rapport à, enfin c'est même pas que je pense, je sais qu'elle a été réduite par rapport à sa dimension initiale, et qui était une maquette destinée à la formation des agents, pour leur apprendre à être dans une situation réelle d'exploitation. Donc elle a été conçue dans les années 30 et utilisée jusqu'à la fin des années 80, je dirais, pour la formation des agents. Alors, je m'arrête là. Donc cette collection, elle est stockée sur le site donc de Villeneuve-Saint-Georges, qui n'est pas un bâtiment ERP, donc qui ne peut pas accueillir de public, et c'est pour ça que nous ne sommes pas un musée. Nous ouvrons les portes de ce lieu de façon tout à fait exceptionnellement, c'est-à-dire au moment des Journées européennes du patrimoine et Nuit des musées, puisque nous avons donc vocation à valoriser le patrimoine. On le fait par ces biais au moment des Journées du patrimoine, qui remporte toujours un très grand succès. À Villeneuve, quand on ouvre les 2 jours, on a environ 4000 personnes qui viennent sur les 2 jours. Les Journées du patrimoine, c'est vraiment un temps fort à la RATP, un moment où on réactive ce lien privilégié, ce lien de proximité avec nos voyageurs. Et par exemple, cette année, nous avons sur les 2 jours des Journées du patrimoine, donc le site de Villeneuve, je vous expliquerai, mais est fermé puisqu'il y a des rénovations bâtimentaires. Mais c'est environ 10 000 personnes qui viennent sur les 2 jours des Journées du patrimoine à la maison de la RATP. Donc on sent qu'il y a vraiment un engouement, un intérêt pour le sujet de l'histoire des transports parisiens. Donc cette valorisation, elle se fait au moment des JEP, ça je vous en ai parlé. Aussi à l'occasion d'anniversaires, c'est vrai que c'est aussi une manière auprès de nos salariés de réactiver l'histoire de l'entreprise, de créer une fierté d'appartenance pour nos salariés, et puis de travailler ce lien avec nos voyageurs, donc les anniversaires de ligne. Là, par exemple, on est en train de travailler sur le sujet du ticket qui est en train de disparaître. Donc on va essayer aussi d'utiliser ce patrimoine et la mémoire de l'entreprise pour présenter ce sujet-là. Il y a aussi une valorisation qui se fait par l'édition de livres, des livres d'entreprise qui peuvent avoir des sujets très vastes comme le cinéma dans les transports ou l'art dans les transports, mais aussi ça peut être des collaborations avec des maisons d'édition. On a travaillé récemment avec la Vie du Rail et publié un livre sur les 14 lignes du métro, malheureusement que je n'ai pas apporté. On aurait pu le présenter puisque c'est un très beau cadeau de fin d'année. Et puis de la valorisation par de la publication en digital. Voilà, mais c'est vrai que quand on voit l'engouement que suscite le patrimoine et l'histoire des transports urbains de Paris, un projet qui était depuis longtemps dans les tiroirs, et a ressurgi, et notamment sous l'impulsion de notre président notre ancien président, puisqu'il vient de rejoindre la SNCF, mais Jean Castex, qui est passionné d'histoire, et donc un projet de musée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu lire dans la presse, mais enfin, au mois de septembre dernier, pas très longtemps, donc,
un projet des musées des transports urbains parisiens est en préparation, qui donc permettrait de valoriser cette collection patrimoniale de la RATP. C'est un projet qui présenterait la grande épopée des mobilités parisiennes, avec une volonté de présenter comme une expérience immersive et familiale, donc vraiment destinée au grand public. Nous avons un lieu en tête, qui est celui des ateliers de Championnet, qui se situe dans le 18e, à côté de la porte de Clignancourt, si certains arrivent un petit peu à visualiser. C'est un site industriel qui porte en lui même l'histoire des transports urbains parisiens, puisque dès la fin du 19e, en fait, c'était déjà un site investi par la CGO, donc par la Compagnie des Générales des Omnibus. C'était un site avec des chevaux, des dizaines de milliers de chevaux. Bref, enfin, voilà. Depuis la fin du 19e, c'est un site qui est dédié au transport urbain et qui ensuite a muté vers notamment l'entretien des bus. Donc et puis c'est un site qu'on appelait l'atelier central, enfin, voilà, dans l'imaginaire des salariés, enfin, dans la vie des salariés RATP, c'est un site très important. Et dans cet espace, voilà, il y a une grande halle qui a été représentée sur ce tableau de 17 000 m², dans laquelle 12 000, parce que 17 000 c'est Villeneuve, 12 000 m², qui était donc dédiée à la rénovation des bus et qui pourrait accueillir ce musée. Qui, comme vous le savez, si certains d'entre vous ont travaillé sur des projets de musée, sont des projets longs, qui demandent beaucoup de patience. Donc nous venons de terminer la rédaction du projet scientifique et culturel, que nous avons même pu faire relire à un comité scientifique, et nous sommes en train d'intégrer tous les retours que nous avons pu avoir sur ce projet scientifique et culturel. Et nous nous apprêtons donc à lancer une consultation pour une pré-programmation dans le mois d'avril. Voilà, qui nous permettrait donc d'investir cet espace que vous voyez ici. Et voilà, en croisant les doigts, poursuivre ce projet de musée des transports urbains parisiens. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Émilie. On croise les doigts. Voilà. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, les micros arrivent. On va un peu manger sur le temps de pause, comme ça on aura un moment d'échange. Voilà. Alors, bonjour. Quels sont les liens entre les collections que vous gérez et le musée des transports parisiens qui était à Saint-Mandé et qui, je crois, a ensuite déménagé à Chelles? Oui, non. Ça marche. Alors, donc j'ai parlé au début de ma présentation de l'association de l'âme cuir. Et donc les collections qui sont actuellement présentées à Chelles et qui étaient donc avant à Saint-Mandé sont les collections de l'âme cuir. Donc l'âme cuir, c'est une association, si je détaille, après je ne suis pas membre de l'âme cuir, donc s'il y a des erreurs, mais c'est association pour le musée des transports urbains, interurbains et ruraux. Donc c'est un musée qui est dédié aux moyens de transport, pas uniquement parisiens, mais des grandes villes de France. Et cette association, jusque dans les années 90, c'est vraiment grâce à elle et son impulsion que certains matériels roulants ont été préservés. Il y avait vraiment des liens très serrés entre la RATP et l'âme cuir, puisque la RATP a mis à disposition des matériels roulants.
Mais à partir des années 90, la RATP s'est constituée sa propre collection. Mais nous travaillons toujours avec l'ANTUIR. Mais le musée de Saint-Mandé et actuellement le musée de Chelles, ce sont des musées gérés par cette association. Pour ma part, Daniel Flao, donc, je voulais savoir au niveau RATP si, comme pour la SNCF, vous êtes utilisateur, pour ce qui concerne l'aviation, d'hélicoptères ou de drones. Alors, pour la surveillance des rails ou des caténaires. À Paris. Les drones dans les souterrains du métro, je pense que c'est pas très possible. Ouais, mais ça se fait même dans les sous-sols. Ah, je sais. Ça, je sais parce que j'ai géré l'activité cinéma. Je sais qu'on n'a pas le droit de passer au-dessus des voies aériennes en drone. Et dans Paris, j'imagine que c'est très surveillé. Après, je sais qu'à un moment, sous la présidence avant Jean Castex, il y avait eu des projets. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est le VTOL, non, ou de transport urbain Voilà, mais c'est verticaux. Ouais. Mais voilà, ça a eu le succès qu'on connaît. Oui. Pour le musée Safran, est-ce que, étant formateur de brevets d'initiation aéronautique, est-ce que les jeunes peuvent venir également visiter gratuitement le musée? C'est pas gratuit, c'est offert. Et c'est offert pour tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. Comme pour le musée de l'air. Alors le musée de l'air, je suis pas sûr qu'il soit gratuit pour tout le monde. Si, pour le BIA. Ah, pour le BIA. Mais tout le monde est bienvenu. Et en fonction des connaissances, des compétences et des appétences de chaque visiteur, on adapte notre discours de manière plus ou moins technique, si c'est des jeunes, si c'est des enfants, ou si c'est des retraités d'une société aéronautique qui sont hyper spécialisés et qui veulent aussi nous fournir des détails sur nos collections. Oui, Bertrand Lofreda, mémoire de Mermoz, une question pour la RATP. Est-ce qu'une action est prévue pour préserver ou sauver le matériel roulant? Je pense en particulier aux Sprague Thompson qui sont garés, ou qui étaient garés jusqu'à la guerre sur la boucle Villiers-Vendic. Alors la boucle a été vidée en 2013 et la rame Sprague Thompson a été, qui est également monument historique, a été remise en état, remise en peinture par l'association ADEMAS et est maintenant dans un site préservé parce qu'elle avait été très endommagée, très vandalisée. Elle a été remise en peinture, remise en état et elle est dans un lieu protégé. Maintenant, je ne sais pas si vous m'avez posé la question de sa remise en circulation. Ça, c'est une autre question avec des budgets assez faramineux pour pouvoir la faire circuler sur le réseau. Voilà. Mais elle n'est plus dans la boucle de Villiers. Oui, bonjour, j'ai une question pour Didier Parent. Est-ce que vous savez que vous avez un double trésor dans votre musée? Il s'agit en fait... Oui, je suis ici, excusez-moi. Ah pardon, quelque chose dans le fond. Oui, donc vous avez le seul exemplaire survivant de la première fusée française moderne, et donc la mer de Diamant et la Grande Ariane. Et en plus, elle est équipée de votre premier moteur fusée, le SEPR2. Donc, ça relève de ce que les Américains appellent un Hall of Fame. Mais on a plein de Joconde en fait au musée. Oui, bah, c'est une maladie. C'en est une aussi, oui. Oui, mais pour l'instant, vous ne le faites pas, vous ne le mettez pas en évidence. Ça fait des années que je vous le signale. Alors, si vous avez une solution magique pour pousser les murs, je suis preneur. Non, mais vous l'avez, elle est chez vous. Mais vous ne la mettez pas en évidence. Ah, pas en évidence, c'est-à-dire? Comme un objet historique pour le spatial français et pour vous. Ah, c'est pas assez indiqué? Bah oui. Je propose, Philippe, c'est que tu nous fasses un projet et que tu le montres au musée et qu'on ira le découvrir quand on fera la commission mémoire. Je vous offre l'adhésion à l'AMS si vous venez le faire. Il y a un papier qui existe sur le sujet. Alors, effectivement, il est en anglais, désolé. Mais bon. C'est pas un souci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je vous propose de prendre une petite pause de, je sais pas quelle heure il est, voilà, de un gros quart d'heure. Vous aurez une chouquette, pas plus. Hein. Elles sont comptées et numérotées.